Le quatrième dossier, là je vous ai encore fait un dossier de cas de consultation parce que c'est deux pathologies qui ne sont pas vraiment tombables en tant que dossier complet à l'internat, mais par contre qui peuvent faire très bien 2 ou 3 questions dans un dossier donc que vous devez connaître. La première patiente a 17 ans, on doit lui retirer une dent de sagesse dans 2 semaines. Elle n'a pas d'antécédent, mais quand même, lors d'une adénoïdectomie dans l'enfance, on lui a transfusé des globules rouges, sans doute parce qu'elle avait trop saigné. Donc ça, c'est pas anodin. Ça doit attirer votre attention. Un antécédent de transfusion, c'est quand même pas si fréquent chez les patients qui n'ont pas des interventions très lourdes ou qui n'ont pas des antécédents hématologiques, bien sûr. L'anesthésiste vous l'envoie parce qu'elle a un TCA à 48 secondes pour un témoin à 32, un temps de saignement qui est allongé, un fibrinogène qui est normal, un TP qui est normal, une numération qui montre 5300 leucocytes, 14 grammes d'hémoglobine, 295 000 plaquettes. Première question, que recherchez-vous à l'interrogatoire? C'est une patiente qui a déjà été transfusée, qui a une anomalie de l'hémostase. On va rechercher d'autres arguments pour d'autres éléments du syndrome d'hémorragie cutanéo-muqueuse. Est-ce qu'elle a des gingivorragies quand elle se brosse les dents? Est-ce qu'elle a des épistaxis? Et si elle a des épistaxis, il faut préciser s'ils sont unis ou bilatéraux. Si c'est fréquent, est-ce que c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce qu'il y a eu recours déjà à un méchage ou est-ce qu'à chaque fois la compression bidigitale suffit à contrôler l'épistaxis? Est-ce qu'elle a des hématuries? Est-ce qu'elle a des règles abondantes, c'est-à-dire ménorrhagie, métrorragie? Est-ce qu'elle a combien de fois elle doit changer de protection quand elle a ses règles, etc. Et est-ce qu'elle a des saignements digestifs, hématémèse, méléna ou rectorragie? Il faut lui demander si dans la famille il y a des antécédents particuliers. Est-ce que ses parents, ses frères et sœurs ont eux aussi des saignements fréquents? Et donc ça, il faut savoir lui poser la question. Et puis, est-ce qu'elle prend des médicaments, en particulier des médicaments qui vont interférer avec les fonctions plaquettaires et l'hémostase primaire, c'est-à-dire tous ceux qui vont inhiber la cyclooxygénase, comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Question numéro 2. Je regarde juste s'il y avait une question. Pardon, il n'y avait pas de question. Question numéro 2. Voici les résultats des examens complémentaires que vous avez demandés. Le facteur 8 est à 30%, le facteur Willebrand en dosage antigène est à 25% et le facteur Willebrand en dosage ristocétine est à 27%. Expliquez ces différents résultats et quel est votre diagnostic. Donc on voit que le facteur 8 est abaissé, que le facteur Willebrand à la fois la protéine en dosage de la protéine et à la fois l'activité du facteur Willebrand sont abaissées dans les mêmes proportions. Et donc le diagnostic qu'on pose devant un tel constat, c'est une maladie de Willebrand de type 1. Donc je vais revenir un peu sur les différents types de maladies de Willebrand et sur le mécanisme de cette maladie. Le facteur Willebrand, pour bien le comprendre, il faut faire intervenir 3 acteurs. Les plaquettes, le facteur 8, donc facteur 8, les plaquettes, et le facteur Willebrand qui fait le pont en fait entre les deux. Le facteur Willebrand, il est indispensable à l'agrégation des plaquettes. Et d'ailleurs, on a vu qu'il avait quand il avait trop d'activité, c'était aussi pathogène dans les microangiopathie thrombotiques, c'est une petite parenthèse. Il est indispensable à l'activation des plaquettes et puis il protège le facteur 8 de la dégradation. C'est-à-dire que le facteur Willebrand, s'il est absent, le facteur 8 est dégradé et donc le taux est abaissé. Les différents types de maladies de Willebrand, vous devez les connaître, à mon avis, dans les grandes lignes. Il y a le type 1 où il y a un déficit quantitatif en facteur Willebrand. C'est le cas de cette patiente, ça représente 90% des maladies de Willebrand et il manque de facteur Willebrand, mais ils en ont quand même un petit peu. Comme il manque un peu de facteur Willebrand, il manque aussi un peu de facteur 8. Et comme il manque de facteur Willebrand, ils ont un temps de saignement allongé et donc des symptômes hémorragiques cutanéo-muqueux.
et le manque de facteur 8. Le facteur 8 est essentiel, est un des facteurs dont on mesure l'activité indirectement dans la mesure du TCA, et donc le manque de facteur 8 explique l'allongement du TCA. Ça, c'est le type 1, déficit quantitatif partiel. Le type 3 est très facile, déficit quantitatif total. Donc, ces patients ont 0 facteur 8, 0 facteur Willebrand en antigène, 0 facteur Willebrand en activité. C'est extrêmement rare, c'est une maladie autosomique récessive parce qu'il faut que ni le père ni la mère ne transmettent l'allèle du facteur Willebrand. C'est bien sûr extrêmement rare parce que les patients qui ont une telle anomalie ont une espérance de vie qui est faible, enfin peut-être moins maintenant, mais à l'époque, et donc c'est des anomalies qui ont été globalement pas sélectionnées par l'évolution. Et le type 2, les types 2 regroupent des maladies de Willebrand avec un déficit qualitatif en facteur Willebrand, soit dans ce domaine-là, dans cette partie-là du facteur Willebrand, où il y aura des anomalies de l'hémostase primaire sans anomalie du TCA, parce que le facteur 8 est correctement protégé par le facteur Willebrand, soit dans ce domaine-là, où il y aura un allongement du TCA sans anomalie de l'hémostase primaire. Et dans les Willebrand de type 2, le Willebrand en activité est abaissé, quand c'est ce domaine-là qui est concerné. Le Willebrand en antigène est toujours normal, puisque la protéine est bien là, donc on peut la doser. Dans les types 2, il y a différents types. Donc là, je reviens à ma feuille parce que c'est compliqué. Il y a les types 2A et 2B qui concernent l'interaction facteur Willebrand-plaquette. Dans les 2A, il y a une diminution d'affinité pour le récepteur plaquettaire et donc on va avoir une augmentation du dosage en RIPA parce que le facteur Willebrand ne peut plus se fixer aux plaquettes. Et dans le type 2B, au contraire, il y a une augmentation d'affinité, donc le facteur Willebrand est déjà fixé. Il peut y avoir des thrombopénies et le RIPA est diminué parce que le facteur Willebrand est déjà fixé sur les plaquettes. Je vous ai expliqué en détail dans la correction le RIPA. C'est un peu compliqué. Moi-même, je ne le maîtrise pas forcément parce que c'est des tests très spécialisés d'hémostase et à mon avis, vous pouvez ne pas vous encombrer l'esprit pour l'internat avec ces détails. Et dans le type 2, il y a le type donc 2N où il y a une anomalie de l'interaction du facteur Willebrand avec le facteur 8. Pas d'anomalie de l'hémostase primaire, mais un TCA qui est allongé, un facteur 8 qui est indosable ou très abaissé. Donc, en bref, le type 1 représente 90% des patients, donc c'est celui que vous aurez à l'internat si vous en avez un, je pense. Déficit quantitatif partiel du facteur Willebrand. C'est le cas clinique qui est là. Le type 2, déficit qualitatif, donc le facteur Willebrand en antigène est normal, avec des sous-types de type 2 qui peuvent atteindre soit l'agrégation plaquettaire, soit dans le type 2N, la coagulation plasmatique avec le TCA allongé, sans anomalie de l'hémostase primaire, et le type 3 qui est exceptionnel, qui est un déficit total en facteur Willebrand et qui est exceptionnel. Qu'allez-vous proposer pour l'intervention à venir? Donc, l'intervention elle est à risque hémorragique, donc on va essayer d'améliorer les choses. Le facteur Willebrand dans l'organisme, il est contenu dans les cellules endothéliales qui vont sécréter le facteur Willebrand. On va le représenter comme ça. Elles ont un stock et elles vont le sécréter pour faire agréger les plaquettes. Dans le type 1, dans le Willebrand de type 1, on peut essayer de faire sortir ce stock de facteur Willebrand qui manque pour améliorer l'hémostase primaire et la coagulation plasmatique. Comment faire sortir le facteur Willebrand? On donne une hormone qui est la desmopressine ou hormone antidiurétique dont le nom commercial est le minirin. Cette hormone, ça va entraîner une petite contraction des cellules endothéliales qui vont éjecter leur facteur Willebrand et donc ça peut corriger le déficit en facteur Willebrand. C'est ce qu'on appelle le test à la desmopressine. Je vous ai mis les détails. En gros, on injecte à la patiente de la desmopressine, on lui fait sniffer du minirin et on mesure 1 heure, 2 heures et 3 heures après le TCA, le temps de saignement
et le facteur Willebrand en activité et en antigène pour voir si on a une efficacité. Si la patiente répond au test à la desmopressine, on se donne un peu de temps pour que les cellules endothéliales refassent leur stock de facteur Willebrand et 1 heure avant l'intervention chirurgicale, on injecte à la patiente de la vasopressine, elle libère ses stocks de facteur Willebrand et on peut opérer la patiente sans risque hémorragique. Si jamais elle ne répond pas à la desmopressine, on peut avoir recours à des transfusions de concentré de facteur Willebrand. Bon, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est une possibilité. Quelles informations Donc là, j'ai répondu. Est-ce qu'on doit respecter un intervalle de temps minimal entre le test à la desmopressine et l'intervention sous vasopressine? Oui, il faut laisser aux cellules endothéliales le temps de refaire leur stock. Le temps minimal, je ne sais pas lequel il est, mais on peut imaginer qu'au bout de 15 jours, le stock est largement reconstitué. Question numéro 4. Quelles informations et consignes allez-vous donner à la patiente? Donc il faut lui dire qu'elle a une maladie de Willebrand de type 1. Il faut lui dire qu'elle porte une carte de maladie de Willebrand qui dit quel type de maladie de Willebrand elle a, quel est son groupe sanguin si jamais elle saigne beaucoup et qu'elle a besoin d'une transfusion, et quelle est sa réponse à la desmopressine. Il faut lui expliquer bien sûr qu'elle présente une contre-indication à tous les médicaments qui vont avoir une interaction avec l'agrégation plaquettaire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine, et qu'il faut mieux qu'elle évite les injections intramusculaires, les sports de combat comme la boxe ou les sports à risque de traumatisme et donc à risque de saignement. Voilà, on lui remet une carte et puis on peut faire un dépistage effectivement des cas familiaux. En fait, on va voir l'entourage, leur demander s'ils ont des syndromes hémorragiques et réaliser donc des tests d'hémostase pour voir si eux aussi ont une maladie de Willebrand qui s'ignore et pour qu'ils puissent eux aussi être porteurs d'une carte et encadrer un petit peu le risque hémorragique chez ces patients. Donc voilà pour la maladie de Willebrand. Donc vous verrez que je vous ai mis un petit résumé de ce qu'il faut savoir dessus. Retenez le tableau du Willebrand de type 1, à mon avis. En tout cas, moi, pour l'internat, j'avais retenu celui-là. Allongement du temps de saignement et donc trouble de l'hémostase primaire, augmentation du TCA par diminution du facteur 8, diminution proportionnelle du facteur Willebrand en antigène et en activité avec le test à la vasopressine. Le deuxième patient de la matinée a 76 ans, pas d'antécédents particuliers, et ça fait 2 mois qu'il prend des anticoagulants pour une phlébite du membre inférieur droit. Il n'a jamais eu d'autre bilan qu'une échographie Doppler lors du diagnostic, et il a eu 2 ou 3 prises de sang depuis 2 mois par rapport à son traitement par Préviscan. Il prend de l'érythromycine depuis 5 jours pour traiter sa bronchite, puisque c'était super efficace pour sa femme. Il vous consulte en raison d'une épistaxis qui ne se tarit pas depuis une bonne heure, ses constantes sont normales. Quelle est votre prise en charge immédiate? Donc, immédiatement, le patient saigne du nez, donc il faut faire une compression bidigitale prolongée pour essayer d'arrêter le saignement. Si ça ne suffit pas, on aura recours à un méchage antérieur. Si ça ne suffit pas, un méchage postérieur avec, à ce moment-là, administration d'antibiotiques si on a recours à un méchage postérieur. Et puis, c'est un patient qui est sous anticoagulant, qui a un syndrome hémorragique. Donc, vous devez contrôler son bilan d'hémostase avec un TP, un TCA et préciser dans votre demande que vous faites un dosage de l'INR, puisque sinon le laboratoire risque de ne pas le faire. Vous recherchez aussi sur la numération formule sanguine une thrombopénie. Il n'y a pas de raison spéciale que ce patient ait une thrombopénie, mais devant un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, il faut rechercher une thrombopénie. Question numéro 6. Son bilan est normal, donc il a une NUM normale, en dehors d'un INR à 6,2. Le saignement s'est tari par la compression bidigitale. Quelle est votre attitude? Donc, on est devant un cas de surdosage en antivitamine K. L'hospitalisation n'est pas nécessaire puisque le saignement s'est tari, mais c'est un monsieur de 76 ans.
il va falloir préciser un peu son environnement social et son niveau de compréhension des consignes. Soit il est parfaitement inséré, il comprend parfaitement ce que vous lui expliquez, il ira consulter son médecin ou il reviendra si jamais il saigne. Dans ce cas-là, il peut rentrer à la maison. Soit il est un peu isolé, un peu dément, et dans ce cas-là, il vaut mieux le garder à l'hôpital pour le surveiller. On va bien sûr arrêter la vitamine K puisqu'il a un surdosage en vitamine K symptomatique. Donc là, vous devez absolument penser à l'arrêter. Et puis on va arrêter également l'érythromycine puisque l'érythromycine est probablement à l'origine de l'élévation de l'INR, ça on le verra dans la question suivante. Un INR à 6,2 avec saignement, il faut lui donner de la vitamine K per os, 2 à 5 mg, donc une ampoule de vitamine K, et surveiller l'INR quotidiennement. Quand l'INR sera revenu dans la marge thérapeutique entre 2 et 3, on reprendra les antivitamines K à la posologie antérieure ou à une posologie diminuée. Moi, j'aurais tendance là à le reprendre à la posologie antérieure puisque les antivitamines K, le traitement a été sans doute là déséquilibré par l'érythromycine, donc on le verra encore dans la question d'avant. Donc ça veut dire que la posologie était bonne, mais qu'il y a eu une interaction qui a entraîné un surdosage en antivitamine K. Et puis, dans la prise en charge du patient, il faut le rééduquer sur les antivitamines K, sur la nécessité de faire ses INR régulièrement, de reprendre les INR une fois par semaine, sur les consignes hygiéno-diététiques, c'est-à-dire éviter de faire des écarts alimentaires, en particulier avec des aliments riches en vitamine K comme les légumes verts, le chou, la salade, etc., les haricots, etc. Et puis, lui rappeler que l'automédication, comme il a fait en prenant de l'érythromycine, est potentiellement extrêmement dangereuse et qu'en l'occurrence, ça aurait pu faire chez lui des saignements particulièrement embêtants. Je vous ai mis dans la correction les recommandations de la Société savante sur les conduites à tenir en fonction de la valeur de l'INR chez les patients qui ont un surdosage et quelles sont les indications de la vitamine K per os, quelles sont les indications d'une simple adaptation posologique de l'antivitamine K ou quelles sont les indications de concentré de PPSB, de cascadyle, donc facteurs 2, 7, 9 et 10 qui sont les facteurs vitamino-K dépendants dans les saignements importants avec des surdosages massifs en AVK. Vous pourrez le lire dans la correction. Question numéro 7. Comment expliquez-vous l'élévation de l'INR? Je vous l'ai déjà un petit peu suggéré tout à l'heure. L'érythromycine a une action sur les cytochromes P450 qui sont les cytochromes responsables de la dégradation des antivitamines K, des médicaments antivitamine K. Donc si on donne à un patient un médicament qui va inhiber la dégradation de l'antivitamine K, on va augmenter le taux sérique d'antivitamine K et donc on va entraîner un surdosage en antivitamine K. Puis par ailleurs, l'érythromycine, c'est un antibiotique. Ça va inhiber la synthèse, ça va détruire la flore intestinale bactérienne saprophyte. Et cette flore produit de la vitamine K spontanément. Et donc on va diminuer une source de production de la vitamine K et donc entraîner un surdosage en vitamine K puisque vous manquerez encore la production de vitamine K sera diminuée. Chez tous les patients, et en particulier chez les sujets âgés, il faut quand même s'assurer qu'il n'a pas lui-même pris 2 comprimés de Préviscan au lieu de 1 comprimé qu'il prend d'habitude parce qu'il aurait confondu le Préviscan avec son traitement antihypertenseur ou un antalgique ou je ne sais pas quoi. Donc il faut de nouveau faire une enquête approfondie à la recherche d'une erreur posologique. Vous profitez, alors je vérifie juste qu'il n'y avait pas de questions. Donc, alors, est-ce que l'érythromycine est contre-indiquée chez les patients sous AVK? Non, l'érythromycine n'est pas contre-indiquée chez les patients sous antivitamine K, à condition de suivre de près l'INR et d'adapter la posologie des antivitamines K en cas de perturbation de l'INR.
Maintenant, l'érythromycine, ce n'est pas le macrolide le plus facile à gérer du fait de ses interactions médicamenteuses et vous pouvez préférer leur donner de la rofamicine qui n'a pas d'interaction avec le cytochrome P450 et qui a grosso modo le même spectre que l'érythromycine. Donc c'est vrai que c'est mieux d'éviter l'érythromycine chez les patients qui ont un traitement par AVK. Ce n'est pas une contre-indication formelle, mais c'est quand même la source de soucis potentiels. On me demande s'il fallait faire une fibroscopie gastrique et une coloscopie. Je pense qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt. Si c'était pour rechercher un saignement digestif, le toucher rectal est sans doute suffisant. Donc non, je ne pense pas qu'il y avait d'intérêt à faire ces examens. Question numéro 8. Vous profitez de cette hospitalisation pour rechercher des facteurs de risque de thrombose. Quels examens complémentaires allez-vous prescrire à ce patient? Un homme de 76 ans qui fait une phlébite, la question en gros, est-ce que vous allez lui rechercher des facteurs de risque de thrombose de type facteur thrombophile, déficit en protéine C, en protéine S, en antithrombine 3, mutation du facteur 5 Leiden ou du facteur de Leiden, ou présence d'anticorps antiphospholipides? La réponse est non. L'indication au bilan de thrombophilie que je viens de vous donner, c'est une phlébite survenant avant 50 ans, ou bien avec des antécédents familiaux ou personnels de phlébite ou de fausse couche, ou bien des phlébites survenant dans des sites atypiques comme les membres supérieurs, les veines splanchniques, etc. Pardon. Par contre, l'autre grand facteur favorisant des phlébites, c'est les cancers. Et donc un homme de 76 ans qui fait une phlébite, il se discute de lui faire un toucher rectal, un dosage de PSA, s'il est fumeur, une radiographie thoracique. Et à cet endroit-là, de rechercher éventuellement un saignement digestif par test hémoculte et éventuellement à cet endroit-là de faire une coloscopie et une fibroscopie. Voilà. Les recommandations pour le bilan de recherche d'un cancer chez les gens qui font un accident thromboembolique, c'est uniquement l'examen clinique, le toucher rectal et éventuellement les PSA, voire la radiographie thoracique. On a comparé dans une étude scanner thoraco-abdominopelvien versus l'attitude que je viens de vous donner et il n'y a pas d'intérêt à faire un scanner thoraco-abdominopelvien dans cette population. Voilà, donc là encore, surdosage en AVK, c'est une situation clinique assez classique. Ça ne peut pas faire un dossier complet, mais ça peut très bien faire 2-3 questions dans un dossier d'internat. La bonne nouvelle qui ne vous concerne pas complètement, c'est que bientôt vont arriver sur le marché des traitements des anti-10A par voie orale. Donc on aura un équivalent d'héparine qui ne nécessite aucune surveillance hématologique qui vont arriver sur le marché vraisemblablement bientôt puisque les phases 3 sont terminées. Et donc sans doute les antivitamines K avec leur cortège assez lourd de surveillance de l'INR, de surdosage, etc. Ne seront plus des médicaments très utilisés dans environ 5 à 10 ans, j'espère. Et donc tout ce qu'on s'ennuie à apprendre actuellement ne sera sans doute plus valable dans 5 à 10 ans. Maintenant, pour votre pratique clinique dans 6 mois, dans 1 an, et pour l'internat que vous allez passer bientôt, c'est des questions sur lesquelles vous ne pouvez pas faire l'impasse.